une étudiante une étudiante très engagée, coordonnatrice à la recherche universitaire à la Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal, une fédération qui représente les droits et intérêts de près de 40 000 étudiants et étudiantes. Justine poursuit également une maîtrise en sciences infirmières à l'Université de Montréal. Justine, je te laisse la parole et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente conférence. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation, Madame Kao. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter nos trois panélistes qui seront avec nous ce midi. Donc, pour commencer, je vous présente le professeur Alain Marchand. Monsieur Marchand est directeur scientifique à la direction de la recherche de l'Institut Robert Sauvé en santé et en sécurité au travail. Il est également professeur titulaire à l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal, directeur de l'Observatoire sur la santé et le mieux-être au travail de l'Université de Montréal et également chercheur au Centre de recherche en santé publique. Ses travaux de recherche portent sur l'intervention et l'analyse du rôle de la profession et des conditions pathogènes de l'organisation du travail sur la réponse du stress et l'occurrence des problèmes de santé et de mieux-être au travail. Donc, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Merci pour votre présence. Avec Ensuite, plaisir. Ensuite, nous avons également avec nous Madame Cynthia Vincent, doctorante en éducation à l'Université du Québec à Montréal. Donc, Madame Vincent détient une formation interdisciplinaire en sexologie, en psychologie et en pédagogie de l'enseignement supérieur. Elle est spécialiste de la santé mentale et de la productivité des personnes étudiantes chercheuses. Donc, sa thèse là, a porté sur le développement et la validation d'outils de mesure du bien-être dans le milieu de la recherche ainsi que sur l'évaluation des effets des retraites de rédaction sur le bien-être des personnes étudiantes au doctorat. Au sein de diverses instances comme Taisez-vous et membre également du comité intersectoriel étudiant du Fonds de recherche du Québec, Madame Vincent consacre également beaucoup d'énergie à soutenir les personnes étudiantes chercheuses et à promouvoir un environnement de recherche plus sain et plus équilibré. Donc, merci d'être présente parmi nous également, Madame Vincent. Finalement, c'est un réel plaisir également de recevoir Dr. Yannick Fouda. Donc, Monsieur Fouda est titulaire d'un PhD en santé mentale et détenteur de deux maîtrises, dont une en psychoéducation et une autre en mathématiques et informatique. Il est également l'un des spécialistes au Québec sur les enjeux de bien-être et de qualité de vie au travail. Il accompagne depuis plusieurs années différentes organisations dans l'évaluation et l'implantation des stratégies en santé et sécurité psychologique au travail dans l'objectif d'améliorer les indicateurs d'efficacité là, et d'engagement au travail. Aujourd'hui, Dr. Fouda est entrepreneur. Il a notamment fondé le groupe MyLumen, spécialisé en bien-être psychologique. Et il a également créé la plateforme Bien-être Noir, conçue spécifiquement pour répondre aux besoins au bien-être psychologique des communautés noires. Donc, merci beaucoup pour votre présence là, parmi nous également. Merci à vous Euh, pour l'invitation. de mon côté, j'ai commencé à en prendre davantage sur la santé psychologique des personnes étudiantes chercheuses après avoir pris connaissance d'un rapport intitulé, publié, excusez-moi, par le Comité intersectoriel étudiant du Fonds de recherche du Québec, qui s'intitulait là, Comment se porte la relève en recherche au Québec. Puis, ce rapport émet notamment comme constat qu'en effet, la santé psychologique des personnes aux études supérieures est préoccupante actuellement et qu'il est notamment nécessaire d'agir sur la culture de la recherche. Donc, pour commencer la séance, j'aimerais là, tout d'abord m'adresser à vous, cher public, qui est avec nous ce midi. D'après vous, quel est le pourcentage des personnes travaillant en recherche, en fait, le pourcentage des personnes travaillant, c'est ça, en recherche et qui sont touchées par des problèmes de santé psychologique? Donc, je vous invite là, à tenter de deviner ce pourcentage-là par le chat. Donc, je vous répète la question, quel est le pourcentage des personnes travaillant en recherche qui sont touchées par des problèmes de santé psychologique? Donc, nous avons plusieurs réponses variables dans le chat. Ça passe de 40%, on dit même 100%. Il y a beaucoup de 60, 80. Donc, Madame Vincent, je vous laisserai peut-être nous dévoiler cette donnée, puisque vous êtes membre là, du comité intersectoriel étudiant là, du Fonds de recherche du Québec. Bien sûr, je peux briser la glace. En fait, c'est ça, le rapport dont vous parlez, qui a été publié l'été dernier,
qui est plus un rapport avec des données qualitatives puis aussi une recension des écrits. Donc, ils n'ont pas fait un sondage là, auprès de la population étudiante québécoise, mais toutefois, il y a beaucoup d'enquêtes sur la santé mentale de la population étudiante, des étudiants-chercheurs là, spécifiquement. Puis, habituellement, on s'entend autour de un doctorant sur deux, donc ce qui est énorme. Et pour les étudiants à la maîtrise, c'est plus un sur trois habituellement. Puis, avec les recherches que j'ai menées ici au Québec, c'était pas des échantillons parfaitement représentatifs de l'ensemble de la population, mais c'était des statistiques similaires là, pour la situation ici au Québec, auprès des étudiants-chercheurs, vraiment. Donc, merci. Donc, je pense que c'est un sujet là, qui vaut la peine là, de s'y intéresser. Alors, sans plus tarder, j'aurais peut-être une première question pour nos trois panélistes. Euh, Excusez-moi, j'entends un micro. OK, parfait. Donc, pour commencer, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la santé mentale dans le milieu de la recherche? Je ne sais pas si un de nos trois panélistes aimerait briser la glace. C'est toujours dur de briser la glace, hein? Allez-y. Vous allez être un petit peu déçus. Moi, je n'ai pas particulièrement orienté mes travaux sur les problèmes de santé mentale dans le milieu de la recherche. Mais étant chercheur moi-même, j'ai connu plusieurs situations, donc je connais bien le milieu. J'ai travaillé avec des professeurs universitaires qui ont répondu à des enquêtes, des questionnaires, des trucs comme ça, pour tenter de faire un peu l'évaluation de leurs symptômes, de leurs problèmes en matière de santé mentale, plutôt que santé psychologique. Alors, c'est plutôt par ce biais-là, moi, que je me suis intéressé à cette question de la santé psychologique ou mentale là, dans le milieu de la recherche, là. Merci beaucoup. Ok. Alors, moi, je suis un peu, si je peux me permettre, je suis un peu dans la même veine, c'est-à-dire, j'ai pas d'études spécifiquement sur la santé mentale en milieu de la recherche. Par contre, bah, je voyais plusieurs réponses là des personnes qui manifestaient pourquoi elles étaient là aujourd'hui. Et une des manifestations, c'était de dire bah, elles sont elles-mêmes concernées. Donc, je pense que c'est le premier moule à travers lequel on passe, hein. Je dis souvent que lorsqu'on a un doctorat, c'est pas d'abord un diplôme sur l'intelligence ou les capacités, mais c'est d'abord un diplôme sur la persévérance. Donc, je suis passé au travers de ça. Et disons aussi que par mon travail clinique, comme vous l'avez mentionné, je vois plusieurs étudiants justement qui sont autour de moi, que j'accompagne et tout, et pour lesquels c'est un véritable enjeu. Du coup, je m'intéresse de plus en plus de près à ce qui, bah, leur vécu, premièrement, mais aussi à ce qui est mis en place pour pouvoir les accompagner, tout simplement. Merci. Pourrais enchaîner. Moi, j'ai commencé à travailler en recherche dès mes débuts à l'université, là, comme assistante de recherche, environ en 2015. Puis déjà, dans les laboratoires de recherche où je travaillais, je remarquais, en côtoyant des étudiants chercheurs, que vraiment, là, il était en détresse là, psychologique carrément. Puis ensuite de ça, j'ai intégré l'organisme Taisez-vous, où j'ai commencé à faire de l'animation d'événements, là, d'activités de rédaction. Donc là, je côtoyais encore plus des étudiants de maîtrise et de doctorat. Puis je remarquais encore plus cette tendance-là là, d'éprouver des symptômes anxieux, dépressifs, puis même de la détresse chez certains d'entre eux. Puis, j'étais curieuse là, de comprendre c'était quoi cette affaire-là, qu'est-ce qui se passait. Puis, j'ai commencé tranquillement des recherches sur le sujet pour constater que c'était vraiment un fléau, pas juste, c'était pas juste mon observation personnelle, mais que c'était vraiment un fléau universel là, dans les universités. Puis, donc, à travers mon parcours, là, après un baccalauréat en sexologie, un baccalauréat en psychologie, je savais que je voulais aller au doctorat, je n'étais pas sûre en quoi. J'ai fait un deuxième cycle en pédagogie de l'enseignement supérieur et donc, ça a été le pont vers le doctorat en éducation, mais vraiment interdisciplinaire, où j'ai voulu me pencher plus sur la question, puis aller voir, euh, creuser la question de la santé psychologique des doctorants spécifiquement et aussi des effets des activités de rédaction structurée comme ceux de Taisez-vous parce que en étant animatrice là-bas, je voyais les bénéfices de, de tu sais, chez les étudiants qui participaient. Puis encore là, je voulais voir est-ce que c'est juste ma perception personnelle ou vraiment il y a quelque chose qu'on peut dégager de ça.
Donc, c'est là où je me suis lancée sur le sujet là, au doctorat en éducation. Parfait. Ben, merci beaucoup. Je vois par vos expériences qui sont assez là, diversifiées, mais qu'il y a toujours une part de notre vécu personnel, en fait, qui transparaissent aussi dans les travaux, puis dans votre parcours qui vous a amené, dans le fond, à faire ce que vous faites aujourd'hui. Donc, c'était super intéressant. Puis, selon vos expériences, justement, professionnelles et vos travaux scientifiques, c'est quoi l'état de la santé psychologique dans le milieu de la recherche au Québec actuellement? C'est une excellente question. Quel est l'état de la santé psychologique? Ben, écoutez, je pense pas qu'on ait d'études, on l'a mentionné tantôt, là, assez détaillées avec des estimations de prévalence de symptômes de détresse, d'épuisement professionnel, de dépression, des trucs comme ça. À ma connaissance, on n'a pas quelque chose comme ça sous la main. On sait par contre que au cours des dernières années, l'environnement, par exemple, en recherche, a été devenu de plus en plus difficile, difficulté à trouver du financement, raréfaction des sources de financement. Donc, évidemment, ça crée des pressions extrêmement importantes sur le corps professoral, le corps de chercheurs, chercheuses. Pour les étudiants, ben écoutez, clairement, étudiante, clairement, là, la COVID, ça a été une catastrophe. Ça a été carrément une catastrophe pour elle et eux. Les gens ont quitté les laboratoires, les réseaux sociaux se sont désolidarisés. On a de la difficulté à ramener les étudiants et les étudiantes dans les laboratoires et donc de profiter du soutien social, de l'encadrement, de la proximité des relations. Tout ça, c'est un peu dissipé. Il y a peut-être des différences là, en fonction des disciplines. Mais moi qui est plus dans l'univers des sciences sociales, c'est extrêmement difficile de ramener les gens dans les bureaux, de ramener les gens dans les équipes, de faire des réunions en équipe. Vous vivez peut-être la même chose. Alors, je trouve que la situation, on ne l'a pas quantifiée, là, mais je trouve que la situation est plus difficile qu'elle l'était avant la pandémie, là. Merci. C'est en effet, là, je pense qu'on l'a un peu tous observé, puis je pense qu'on n'est pas encore revenu au même niveau que où est-ce qu'on était avant pandémie, même que la culture un peu de travail a un peu changé aussi durant cette période-là, là, assez catastrophique pour tous. Je ne sais pas si les deux autres panélistes, vous aimeriez renchérir aussi à travers vos expériences, qu'est-ce que vous avez observé par rapport à l'état de la santé psychologique dans le milieu de la recherche au Québec? Je laisserai peut-être Cynthia y aller. OK, très bien. Ben, c'est ça, je pense que j'ai dit les grandes lignes tantôt, là, puis comme le professeur Marchand vient de dire, effectivement, là, on n'a pas des chiffres représentatifs de l'ensemble de la population universitaire ici au Québec, mais je pense qu'on est dans ces eaux-là, tout comme ailleurs dans les universités dans le monde, et c'est ça. Donc, autour d'un doctorant sur deux et un étudiant de maîtrise sur trois environ qui vient éprouver des difficultés psychologiques durant leur parcours. J'ai pas vraiment de rajout à faire par rapport à ça. Je pense effectivement que le fait qu'on ne soit pas capable de mettre un chiffre précis, quelque chose de très précis, là, nous mentionne effectivement que bah, c'est un champ d'intérêt qu'il faut investir pour en savoir davantage. Je pourrais aussi y aller aussi en fonction de nous, ce qui a un peu tiré ma sonnette d'alarme et qui a fait que les gens viennent me chercher, bon, parce que bon, le chapeau qu'on m'a un peu donné aujourd'hui, c'est de regarder un peu, enfin, de parler un peu de cette question par rapport à la diversité, aux personnes issues de la diversité. Et ce qui a un peu attiré mon attention, c'est que depuis plusieurs mois, années, mais les derniers mois ont été encore plus importants là-dessus, c'est qu'on a vu plusieurs étudiants internationaux, justement, aller jusqu'à s'enlever la vie. Donc, on a eu des suicides, on a eu des cas. Donc, ce qui mentionne quand même une crise aiguë, surtout dans des communautés où le suicide n'est pas nécessairement monnaie courante. Donc, voilà, et ça nous interroge. En tout cas, moi, ça m'a interrogé justement sur le degré, le niveau de souffrance. Et là encore, je ne pourrais parler que de l'expérience clinique que j'ai et d'accompagnement à travers les différents groupes. Mais il y a réellement une inquiétude actuellement par rapport à ça. Alors, de ce que j'entends par vos réponses, c'est vraiment multifactoriel, là, c'est multifactoriel les causes de la santé psychologique là, dans le milieu de la recherche au Québec. Puis je pense que ça va être ça qui va être intéressant que vous nous parliez. Donc,
Monsieur Marchand, j'aurais peut-être une question là, pour commencer pour vous. J'aimerais ça que vous nous parliez un peu de l'influence de l'organisation du travail sur le bien-être et même le stress. C'est tout un programme, ça. On donne 45 heures de cours là-dessus à l'École de relations industrielles. Je vais essayer de faire un peu, de résumer tout ça assez rapidement. Ben, écoutez, ça a une influence déterminante, la façon dont on organise le travail, la façon dont on structure les conditions de travail. Je vais donner là quelques exemples rapides, comme par exemple, il y a la façon dont on conçoit les tâches. La façon dont on permet aux individus d'utiliser leurs compétences, puis d'avoir du contrôle, donc de l'autorité sur leurs tâches, capacité à prendre des décisions. Évidemment, en recherche, on est quand même un peu choyé par ça, mais c'est vraiment pas vrai pour l'ensemble de la population qui est en emploi. Ça, c'est peut-être un avantage qu'on a. Et évidemment, ensuite, toutes les demandes auxquelles on nous expose dans le cadre de nos tâches, il y a des demandes, certaines personnes sont davantage exposées à des demandes physiques, ce qui, dépendamment là, de notre champ de recherche, évidemment, là, ne touche pas nécessairement tous, mais un aspect qui est extrêmement important, c'est ce qu'on appelle les demandes psychologiques. Donc, c'est tout ce qui va relever de la charge de travail, du rythme de travail et des demandes conflictuelles que vous recevez dans le cadre de vos tâches. Et Dieu sait qu'en recherche, ça arrive assez souvent, ce type de situation-là. On se retrouve régulièrement dans des situations de surcharge, pressé par le temps, faut déposer la demande, la bourse, ci, ça. Alors, continuellement, il y a cette pression-là. Il y a évidemment ce qui va s'ajouter à ça, c'est les longues heures de travail, les horaires qui sont quelquefois horaires de travail irréguliers pour arriver à concilier tout ça. Fait que ça, c'est une chose, là, tout ce qui est les demandes, mais aussi les relations sociales au travail, qui est extrêmement important. Donc, le soutien que vous pouvez obtenir de vos collègues, vous le savez, c'est extrêmement important. Soutien des collègues, non seulement vous aider dans vos tâches, mais aussi soutien un peu plus émotionnel quand vous avez des problèmes. Un gros déterminant aussi, c'est le soutien de votre supérieur, de votre superviseur qui va jouer là aussi de façon importante sur votre ressenti en matière de travail, puis vos risques. Là, on a des données en masse là-dessus, là. Vos risques de développer par la suite des problèmes de santé mentale. Il y a évidemment toutes les questions de conflit entre les individus, les problématiques d'harcèlement en milieu de travail. Bref, ça peut devenir extrêmement toxique, les relations sociales. Donc, c'est quelque chose à vérifier. Puis évidemment, il y a tout ce qui relève des récompenses que vous retirez de votre travail, les gratifications en termes de reconnaissance, en termes de perspectives de carrière, de sécurité d'emploi. Alors ça aussi, c'est des éléments extrêmement importants. Puis récemment, on met aussi beaucoup l'emphase sur les questions de justice organisationnelle, justice dans les procédures que les organisations déploient avec leurs employés. On traite les gens de façon équitable et tout ça. Donc, écoutez, je pourrais vous en parler là, pendant longtemps, là, mais je savais que j'avais 2 minutes. Là. C'est petit portrait là, qu'on pourrait tisser là, assez rapidement de dans quelle mesure l'organisation peut être bonne pour vous, mais en même temps extrêmement toxique, là. Merci beaucoup pour votre réponse, Monsieur Marchand. Vous avez parlé beaucoup de surcharge aussi qu'on a dans le domaine de la recherche. On en entend parler de plus en plus. Bon, comme professeur, vous encadrez probablement des personnes étudiantes, vous avez des demandes de subventions, vous avez un projet par-ci, des charges de cours par-là. C'est beaucoup, beaucoup de surcharge de travail. C'est difficile aussi d'avoir un horaire qui est stable. Bon, vous avez aussi parlé de relations sociales. Fait qu'il y a il y a beaucoup de facteurs qui font en sorte que ça influence là, le bien-être et le stress là, au travail, comme vous dites. Mais à travers tout ça, je me demandais comment est-ce qu'un environnement ou une organisation de travail, ça peut venir favoriser, prévenir la détresse psychologique, l'épuisement professionnel, puis peut-être aussi, pour reprendre vos mots, favoriser peut-être une équité au travail. Donc, comment est-ce que concrètement on pourrait là, contribuer à cet environnement de travail-là? Ah ben écoutez, il y a de plusieurs façons là. Premièrement, en mettant sur pied des différents programmes qui vont favoriser la santé et le mieux-être dans l'organisation, ça c'est clair. Faire des évaluations aussi de tâches, de quantité de travail, de charge de travail, c'est quelque chose d'extrêmement important. Puis là, on peut dire que la modernisation du régime en santé et sécurité du travail va nous aider beaucoup
parce que maintenant, les employeurs, dont les employeurs en recherche, ont des obligations là, d'identification, de surveillance des risques psychosociaux, qui sont un facteur extrêmement important. Là. Ce que je vous décrivais tantôt, là, c'est beaucoup des risques psychosociaux là, comme facteur déterminant là, pour les problèmes de santé mentale, santé psychologique. Donc, on peut agir là-dessus. On peut développer des pratiques de gestion qui vont favoriser ou contrôler davantage ces problèmes de santé psychologique, santé mentale au travail. Mais en même temps aussi, la problématique est quand même, c'est pas seulement des conditions de travail, il y a aussi des aspects qui relèvent de la vie à l'extérieur du milieu de travail. Ça, des fois, on oublie de parler de ça. Il y a des conditions aussi personnelles. Nous, on travaille, dans mon équipe, on travaille beaucoup là-dessus, sur l'articulation entre le travail, la vie hors travail, et les conditions personnelles. Par exemple, toutes les problématiques de conciliation travail-famille, c'est extrêmement important. Le travail qui déborde à la maison, qui a toutes sortes d'implications par la suite, stresse les individus. Alors donc, vous comprenez pourquoi on peut en parler là, facilement pendant 45 heures. Là. D'accord, merci beaucoup. Je passerai peut-être à vous, Madame Cynthia Vincent. Pourriez-vous nous parler du lien entre la santé mentale et la productivité des personnes étudiantes au cycle supérieur? Ben oui, c'est vraiment une belle question. Ben, premièrement, je pense qu'effectivement, il y a un lien très fort entre la santé mentale des étudiants-chercheurs et leur productivité. Tu sais, penser par exemple à si la santé mentale est fragile, ben, c'est sûr que la productivité va être affectée. Prenons par exemple un étudiant qui est cliniquement anxieux ou qui a des symptômes dépressifs ou qui est en détresse, bien, c'est bien évident que cette personne-là n'aura pas vraiment la capacité à se concentrer puis à s'organiser pour être productif. Puis, ce qui est dommage, c'est que tu sais, ça peut rapidement devenir un cercle vicieux là, dans notre domaine où est-ce que, tu sais, on réussit pas à avancer comme prévu. Fait que là, on sent qu'on prend du retard, on ressent plus de pression, soit nos superviseurs de recherche ou si on est en période de rédaction ou peut-être des professeurs si on est en période de scolarité dans les séminaires. Puis bon, ça va comme ça. Puis, tu sais, les étudiants peuvent rapidement se retrouver à malheureusement sacrifier leur fin de semaine, leur soirée pour essayer de rattraper le retard, puis ça finit en fait juste par épuiser l'étudiant en question. Puis à l'inverse, ben, quand la santé mentale va bien, ça favorise la productivité. C'est les étudiants qui ont du plaisir en travaillant, qui arrivent à bien gérer leur stress, ben, ils ont au contraire une meilleure capacité à se concentrer, à produire puis à performer. Puis là, ben, c'est l'inverse, c'est un cercle vertueux. Donc, plus on expérimente ces réussites-là, mais plus on ressent de la joie, de la fierté, de la satisfaction au quotidien. Puis quand on expérimente ces sentiments-là positifs, bien, on est capable après ça de s'accorder nos pauses, nos soirées, nos fins de semaine pour souffler sans culpabiliser. Hein. Puis c'est ce qui renforce là, au final le bien-être. Fait que je pense qu'effectivement, le lien est là, il est fort. Puis je dirais même que l'organisation puis la productivité, c'est les piliers ou les moteurs de la santé mentale là, chez les étudiants et chercheurs. Donc, un peu, si je résume vos propos, la productivité, ça peut devenir un peu comme un indicateur aussi d'un bien-être, un bien-être psychologique chez la population étudiante. OK. Donc, Ouais. une autre question, attendez, je vois des questions passer aussi dans le chat, puis il y en a une, je Ouais. pense, qui est intéressante, qu'on pourrait répondre tout de suite de Frédéric, qui se demandait, on peut-tu avoir une comparaison aussi entre les chiffres au niveau des universités versus la société, au niveau de la même classe d'âge, elle dit culture, etc. Est-ce que c'est vraiment un problème qui est spécifique aux universités? Je ne sais pas si on a des données là-dessus. Oui, il y a des données là-dessus, pas au Québec. J'ai des études en tête. Il y a le VEC, je peux mettre des références aussi dans la discussion après. Mais ce qu'on sait, c'est que oui, quand les études qui ont fait des enquêtes comparatives, euh, tu sais, qui comparent les jeunes, par exemple, de 18 à 35 ans, aux jeunes à la maîtrise ou au doctorat. Je dis aux jeunes, mais ça peut être tout âge, là. L'âge moyen au doctorat est 32 ans. Mais ce qu'on remarque, c'est vraiment, tu sais, tantôt j'ai parlé d'un chiffre
un doctorant sur deux, puis un étudiant à la maîtrise sur trois, ça vous dit peut-être rien. Effectivement, la comparaison est importante, mais c'est ça vraiment, c'est énorme, cette, cette, cette tendance-là. Un sur deux, c'est énorme à ressentir des problèmes de santé mentale. Dans la population générale, je ne sais pas c'est combien. C'est sûr que la tranche de 18 à 35 ans, c'est la tranche d'âge qui éprouve le plus de problèmes de santé mentale comparé à tous les tranches d'âge. Je ne sais pas combien exactement, mais c'est pas jusqu'à une personne sur deux. Une personne sur deux, c'est énorme. Je pense que le professeur Marchand voulait ajouter quelque chose. Ah, j'ai Là, vu ben, le micro. tu sors les mots de ma bouche, là. Effectivement, quand on fait des études plus générales sur la santé mentale ou dans la main-d'œuvre, là, ce qu'on observe, c'est un lien quand même entre l'âge et développement des symptômes ou la prévalence des symptômes. Les travailleurs plus jeunes, travailleuses plus jeunes, là, font vraiment davantage plus l'expérience en début de carrière, là, de problèmes d'épuisement, détresse, installation en même temps dans la vie, conjointe ou pas, les enfants qui arrivent là-dedans et tout ça. Donc, le début de carrière est quelque chose de très, très bouillant, là, extrêmement stressant et évidemment, ça peut entraîner des problèmes. Et on remarque dans les enquêtes là, des écarts quand même importants là, entre les travailleurs plus jeunes et les travailleurs plus âgés, là. L'idéal, là, c'est les 50 ans et plus, là. Alors, moi, je suis dans la belle traque, donc je suis bien content. Merci beaucoup pour vos réponses. C'est vraiment bien intéressant. Je reviens peut-être à vous, Mme Vincent. J'aurais peut-être une dernière question pour vous. Étant donné votre expérience là, au sein de plusieurs instances, là, notamment là, au Fonds de recherche du Québec, vous avez parlé aussi de Taisez-vous. Je me demandais d'un point de vue politique, comment est-ce que vous pensez que ces organismes peuvent avoir un impact dans l'amélioration de la santé mentale des personnes étudiantes au cycle supérieur? Ok, oui. Oh, oui, grosse question. Encore là, je vais la prendre en deux pans parce que je pense que FRQ a des responsabilités, a des impacts tout autres que Taisez-vous. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Fonds de recherche du Québec dans la salle, là, je précise que leur mission au Fonds de recherche du Québec, c'est d'aider financièrement les chercheurs. Puis, ils soutiennent aussi là, la diffusion des connaissances, puis même la formation à certains égards là, chez les étudiants-chercheurs. Donc, c'est sûr que le Fonds de recherche du Québec reconnaît hein, que les étudiants financés peuvent se concentrer sur leurs projets sans devoir là, prendre des emplois à côté pour subvenir à leurs besoins. Ils savent là, qu'un étudiant qui reçoit un soutien financier ben, peut se permettre de prioriser son mémoire ou sa thèse, alors que ceux qui ne sont pas financiers ben, doivent prendre des contrats de recherche dans le domaine ou des contrats d'enseignement ou même des jobs externes à l'université pour pouvoir vivre. Et donc, ça affecte énormément. Un étudiant financé a des meilleures chances de réussir, puis d'éprouver du bien-être aussi, c'est de progresser sereinement dans leur parcours parce qu'ils ont ce coussin-là, pas nécessairement un coussin, mais ils ont ce moyen-là de subvenir à leurs besoins, de payer leur loyer, de s'acheter de la nourriture. Donc, c'est ce à quoi le FRQ veut contribuer en offrant du soutien financier. Donc, une petite recommandation, peut-être pas. Niveau politique, c'est sûr que c'est dur à dire, mais je pense que j'inviterais les étudiants à essayer de se tenir au courant le plus possible des offres du FRQ. Ils sont très présents sur les réseaux sociaux, ils postulent toujours les opportunités qu'ils vont lancer. Puis aussi, je pense, pour les professeurs et superviseurs dans la salle, je pense aussi que c'est votre responsabilité de transmettre les informations que vous voyez passer concernant les opportunités de soutien financier à vos étudiants. Je dis ça parce que j'ai beaucoup accompagné d'étudiants dans la recherche de soutien financier. C'était mon rôle à la faculté des sciences d'éducation à l'UQAM. Puis malheureusement, je recevais tellement d'étudiants qui venaient me voir puis qui me disaient, ah, je pense que je peux appliquer à ça. Mais tu sais, des fois, ils arrivaient trop tard dans leur parcours puis ils savaient même pas l'existence des organismes comme le FRQ puis le CRSH, qui sont les fonds de recherche provinciaux et fédéraux pour nous ici au Canada. Donc tu sais, ça me brisait le cœur parce que souvent, il arrivait trop tard. Puis, tu sais, c'est une conversation à avoir avec les superviseurs de recherche dès le début du parcours. Tu sais, oh, regarde, tu vas pouvoir avoir cette opportunité-là de soutien financier si tu appliques maintenant avec ton idée de projet. Puis, on va essayer de faire en sorte
que tu aies ce soutien financier-là pour justement mener à bien ton projet et pas juste le mener à bien, mais le mener à bien dans le bien-être, comme je disais, en ayant cette chance-là d'avoir le soutien, de pouvoir payer ses comptes puis de pouvoir vivre, là. Donc, ça serait l'aspect FRQ. Puis pour Taisez-vous, comme je disais, là, on va dans un autre aspect totalement. Là, comme j'ai mentionné, effectivement, j'ai étudié les effets des retombées d'une participation à une retraite de rédaction Taisez-vous chez les étudiants-chercheurs. Puis, j'ai démontré notamment les effets positifs à la fois sur la productivité, mais aussi sur la santé mentale des étudiants-chercheurs qui participaient. Puis, ce qui est intéressant, c'est pas juste ça, là. C'est parce que c'est une étude expérimentale, c'est pas juste de voir le avant-après puis l'augmentation, mais c'est le comment. Donc, j'ai aussi été avec des données qualitatives pour voir qu'est-ce qui faisait là, qu'on arrivait à avoir un impact sur la productivité et la santé mentale des étudiants-chercheurs qui participaient. Puis, en fait, c'est qu'on remarque que les étudiants chercheurs qui vont dans une activité de rédaction structurée, mais ils découvrent des pratiques, les pratiques qui sont enseignées, puis ils les adoptent après, donc ils les découvrent, ils se les approprient, puis ils reviennent avec ça dans leur quotidien. Donc, ils savent après ça comment avoir une meilleure gestion efficace de leur temps, puis une meilleure gestion de leur objectif de mémoire ou de thèse ou même de postdoc. Donc, de découper vraiment leurs objectifs pour prendre une bouchée à la fois. Puis c'est ça au final qui joue sur leur bien-être, puis qui diminuait leur détresse et qui augmentait leur bien-être. Donc, je pense que là, sachant ça, la recommandation politique est évidente. Là, il faut diffuser, soit augmenter le soutien financier pour participer à des activités comme ça, ou même les instaurer dans les universités ou les instaurer dans les labos de recherche. Puis on le voit de plus en plus, là, c'est le fun, fait que c'est du positif, mais c'est une recommandation. Bien intéressant. Fait que de ce que j'en comprends, c'est ça, des organismes comme Taisez-vous, ça vient, oui, ça vient augmenter la motivation des personnes étudiantes, mais aussi, tu sais, ça enseigne tout un comment s'organiser, comment gérer son temps. Tu sais, il y a beaucoup de compétences transversales à travers tout ça qui doivent être développées aussi là, au cycle supérieur. Ben, Exact. merci beaucoup. Super intéressant. Je passerai peut-être à vous, docteur Fouda. Pourriez-vous nous parler plus spécifiquement des enjeux de bien-être au travail des personnes issues des communautés immigrantes? Oui. Donc, merci. Alors, j'ai décidé un peu de recadrer ça par rapport aux étudiants, parce que quand on parle de personnes issues de la diversité par rapport au milieu de travail, il y a il y aurait beaucoup de choses à dire. Alors, vu qu'on est quand même au niveau de la relève, au niveau universitaire, j'ai décidé de recadrer un peu ça là-dessus. La première chose que je voudrais d'abord dire, c'est que j'ai regardé un peu les statistiques. On est à peu près à 50 000 étudiants internationaux juste pour le Québec. Donc, il y a des universités comme McGill Concordia qui ont jusqu'à 25-30% de leurs effectifs qui sont issus des étudiants internationaux. Donc, c'est quand même important à mentionner que ce n'est pas juste une marge des étudiants, il y en a quand même assez pour qu'on puisse s'en préoccuper. L'autre chose que j'aimerais aussi dire, Monsieur Marchand l'a un peu dit tout à l'heure, en dehors du travail ou de l'aspect vraiment de recherche et d'études, il faut mentionner que les stresseurs ou les défis que rencontrent ces étudiants et travailleurs sont aussi de l'ordre de la vie en général. Alors, j'étais un peu émotif ce matin parce que j'ai lu la nouvelle annonce là, du gouvernement qui disait effectivement qu'il suspendait même l'immigration permanente, toutes les procédures d'immigration permanente, incluant le programme d'expérience québécoise. Alors, pour ceux qui ne savent pas, programme d'expérience québécoise, c'est pour les personnes qui ont soit travaillé ici ou qui ont étudié ici, qui ont eu leur diplôme et qui pouvaient postuler pour devenir résident permanent et continuer tout simplement leur vie. Donc, on a des milliers dans cette situation-là qui, du jour au lendemain, comme ça, ben, on leur annonce, ben, vous ne pouvez plus faire ce passage-là, en sachant que certains terminent peut-être à la fin de cette session. Donc, on a ces paramètres-là qui viennent rajouter une pression, je dirais même sociétale, là, dans il y a l'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur, parce que je ne pourrais pas tout dire, qui a fait un dossier spécifiquement sur les étudiants étrangers. Je trouve ça très bien fait sur les obstacles qu'ils rencontrent, mais aussi sur leur santé mentale. Donc, je donne ça comme référence là, à aller lire, parce qu'il y a beaucoup plus, c'est beaucoup plus développé que ce que je pourrais apporter.
Mais un des éléments centraux, vraiment, c'est cette impression que lorsqu'on est immigrant, étudiant international ici, on est toujours un peu sous la menace comment dire ça, de plusieurs facteurs qui échappent à notre contrôle, dont l'immigration, entre autres. Ensuite, dans les facteurs qui ont été mentionnés là par l'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur, je les ai énumérés, mais je trouvais aussi que des fois, bon, énumérer les facteurs, c'est une chose, on est habitué à ça dans le monde universitaire, les facteurs de risque, facteurs de protection, mais des fois, ça nous fait un peu perdre les histoires qui sont derrière ces facteurs-là. Alors, je me suis un peu prêté au jeu, je me suis dit, j'ai une quinzaine, vingtaine d'années d'expérience là dans le milieu universitaire en France et ici. Et je vais essayer de mettre un peu de vous partager des petits bouts de mon histoire en lien avec chaque facteur qui a été mentionné. Donc, on parle par exemple des défis d'adaptation. Donc, quand on regarde les statistiques, on voit que lorsque les personnes immigrantes arrivent au Québec, là je parle vraiment du Québec, elles arrivent en meilleure santé mentale que la population d'accueil en moyenne, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est une immigration choisie. Donc, on va chercher des personnes qui ont certaines compétences, habiletés et qui sont sélectionnées sur une base de critères très précis. Et donc, quand ils arrivent ici, généralement, ils ont une meilleure résilience parce qu'ils ont été capables de passer au travers d'un processus qui est très rigoureux. Mais ce que les statistiques nous montrent, c'est que 5 ans plus tard, cette santé mentale va en dessous de la moyenne. Pourquoi? Justement à cause de tous ces défis reliés à l'adaptation au contexte migratoire. Alors, quand on parle de défis d'adaptation, bon, on va parler de la perte du réseau social, donc la perte des liens avec la famille et autres. Je voulais vous lire un petit texte que j'ai écrit récemment, la suite à un drame qui est arrivé là, à Trois-Rivières, d'une jeune fille qui a perdu sa vie. Et j'ai écrit un texte qui parle un peu moi de mon expérience quand je suis arrivé en France, alors je vous lis ça, ça va prendre quelques minutes là. Je suis arrivé jeune étudiant dans la ville d'Amiens en France, ne connaissant quasiment personne à part un couple de Français retraités qui m'avait été présenté et avait veillé à mon installation, donc vraiment la procédure d'installation en tant que telle. Les journées suivantes ont été très difficiles émotionnellement, donc là je parle de mon histoire. Je quittais d'un monde où j'étais constamment entouré à un monde littéralement froid, habillement, température, immeuble. Bref, c'était comme quitter d'un festival et atterrir dans un salon funéraire en termes de décalage des deux mondes. Là-bas, tout n'était pas beau, certainement pas beau et propre, mais il y avait de la vie à chaque coin de rue. Ici, tout était beau, propre, mais on se demandait où étaient les gens, tout simplement. Mes premières journées à l'université furent tout aussi pénibles. Je ne connaissais personne. Cela me prenait un temps fou pour réussir à me rendre dans mes différentes salles de cours, découvrant tout. Et le pire, c'est que je passais mes journées sans vraiment parler à personne. La majorité des étudiants de mes groupes ne se connaissaient parce qu'ils avaient fait le lycée ensemble, le secondaire ensemble. J'étais là, tout seul, au milieu de la foule, me demandant ce que j'y faisais. Un soir, je me suis rendu compte que ça faisait 3 jours que je n'avais vraiment conversé avec personne. Les larmes ont commencé à couler, seul. Je serais bien monté dans le premier avion pour rentrer chez moi, mais c'était chose impossible parce que ma famille ne comprenait pas qu'après tant d'efforts, d'énergie par rapport aux procédures d'investissement financier, que quelques jours après, je veuille rentrer. On me disait non, il faut que tu continues. C'est pas parce qu'il y a des défis que c'est difficile que tu vas rentrer. Donc, vous imaginez que d'un côté, je n'ai plus le support de ceux qui sont censés me supporter parce qu'ils ne comprennent pas ce que je vis. Et de l'autre côté, je n'ai pas le support de ceux vers qui j'arrive, là où j'arrive. Donc, je voulais juste mentionner ça pour... Je me suis un peu replongé dans ce qui étaient mes premiers jours et qui a été vraiment très, très, très difficile, très pénible. Alors, quand on arrive dans un milieu comme ça et qu'en plus, on doit performer, c'est pas vraiment évident parce que, Cynthia le disait tout à l'heure, performer en situation de stress, bah, c'est pas possible, enfin, c'est très compliqué en soi. Donc, on parle aussi des choses très simples, hein. Quand tu arrives et que on fait des travaux de groupe, souvent tu connais personne, donc tu es le dernier à te choisir. Des fois, on ne te choisit même pas. Il est arrivé plusieurs fois que ici au Québec, je devais aller voir le professeur pour dire, bah, j'ai pas pu trouver un groupe. Et là, il m'a signé un groupe. Et donc, quand un groupe est assigné, bah, tu arrives et tu n'es pas nécessairement accueilli avec enthousiasme parce qu'on ne te connaît pas. Et c'est une fois de plus, c'est pas de la méchanceté, c'est juste comment dire ça, de la différence qui n'est pas nécessairement bien faite. Alors, lors des fêtes, pas d'invitation, donc, et c'est pas si évident que ça quand on parle de se connecter à d'autres pairs, donc c'est pas par faute d'y aller,
Mais vous voyez, quand j'essayais de me connecter avec des pairs québécois, les référentiels n'étaient pas les mêmes. C'était encore trop tôt pour moi quand on parlait de passe-partout. Mais c'est qui passe-partout? Je n'avais même pas les mêmes références. Je ne pouvais pas me connecter à cette réalité-là. Donc, ça rendait difficile cette capacité de pouvoir réellement me faire un réseau malgré ma bonne volonté. On parle de la langue, un des enjeux aussi qui est cité là, c'est la langue. Moi, je suis arrivé, je parlais français, mais il m'a fallu 1 à 2 mois pour m'habituer à l'accent québécois. J'étais à Sherbrooke. Alors, donc, imaginez 1 à 2 mois dans une session d'études, c'est énorme en termes de pertes qu'on peut avoir. Je me rappelle une fois, un professeur, enfin, il parlait, puis là, je vois tout le monde rire. Ben, j'ai ri évidemment pour faire comme tout le monde. Et là, je demande à mon voisin à côté, ben, en fait, qu'est-ce que le professeur a dit? Et là, il me dit, c'est une joke. Alors, je le regarde encore plus étonné, une joke, je ne savais pas ce que c'était. Donc, pour dire que c'était vraiment exigeant, c'était doublement exigeant pour moi en tant qu'étudiant étranger de réussir à m'accrocher en fait au wagon qui passait malgré le fait que je parlais la langue. On parle du choc culturel, hein. Donc la nourriture est différente, le rapport homme-femme, la vie est différente. Donc il y a beaucoup de choses que tu dois réapprendre. C'est comme si tu reviens à l'école de la vie, tout simplement. Et pour plusieurs d'entre nous, et c'était mon cas, ben, on n'avait jamais vraiment eu à exercer notre autonomie. Donc, tout ce qui était bancaire et autres avait été souvent fait par nos parents. Donc, on arrivait et puis il fallait tout prendre en charge du jour au lendemain. Euh, quoi dire encore? Le racisme et les préjugés, ça, c'est très, c'est pas toujours malveillant. Une des choses que je constate actuellement qui crée de l'anxiété par rapport aux étudiants, c'est le discours ambiant. Donc, on est au niveau sur la scène politique et évidemment, il faut qu'on parle de certaines choses, on parle d'immigration, mais ce qui est renvoyé aux étudiants, aux migrants, aux personnes immigrantes, en fait, c'est cette image négative de leur apport dans la communauté qui n'est pas nécessairement valorisée. Donc, et ça rajoute une espèce de bulle dans laquelle on est et on ne sait jamais si on est vraiment accepté, pas accepté, reconnu, pas reconnu. Donc, c'est vraiment très, 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 très difficile à vivre. Je parle d'une autre chose, des petites anecdotes hein, pour dire, et n'importe quel étudiant immigrant qu'on pourrait prendre à la majorité à qui on parle ont vécu. Je suis arrivé en France, des petites anecdotes et je vais terminer avec ça. On m'a dit, bah, t'arrives, tu es noir, il faut surtout pas utiliser le stylo bic. Le stylo bic, c'est quelque chose qu'on utilise en Afrique, c'est courant. Mais pourquoi? Parce que les étudiants avaient constaté que le stylo bic était utilisé par les étudiants africains et qu'il y avait souvent des biais par certains professeurs lors des corrections. Alors, ils nous avaient dit, il faut que tu apprennes rapidement à utiliser un stylo à encre, qui était très compliqué. Moi, j'avais jamais utilisé ça. Et donc, je prends un autre exemple, hein, à l'université, un prof, encore là, c'est peut-être des exemples isolés, mais un prof euh, tu es étudiant et qui te dit, bon voilà, il y a des études qui montrent que les populations du Nord sont plus intelligentes que les populations du Sud. Là, tu te rapportes. Donc, il y a plein de petites subtilités au niveau des micro-agressions qui ne sont pas toujours, une fois de plus, mal intentionnées, mais peut-être aussi du fait qu'on ne connaisse pas la réalité de ce que l'autre est en train de vivre et que l'autre est dans une situation de fragilité. Donc, ces défis-là, il y en a tellement. Je vais terminer par un dernier qui est vraiment l'anxiété de performance. Quand tu arrives, il faut que tu performes. Pourquoi? Premièrement, parce que ton permis d'études en dépend. Même si ça va mal, tu ne peux pas te dire, bah, je vais m'arrêter un moment et puis je vais m'arrêter une session, par exemple, pour reprendre mon souffle. Tu peux pas. Tu peux perdre ton permis d'études. Les finances qui ont été investies par ta famille, on parle quand même en études supérieures, on parle autour de 18 000 à 22 000 $ qui sont investis chaque année que les étudiants doivent payer juste en frais de scolarité. Là, on ne parle même pas de tout le reste hein, pour vivre. Donc, ça, c'est un montant qui fait en sorte que bah, ta famille te met, même si tu as une pression de dire, bah, c'est quand même 18 000 22 000 il faut que je réussisse. Tu as aussi tout l'aspect, effectivement, qui est relié à ton besoin de prouver aussi que tu es capable de performer aussi bien que les autres. Donc, tu as un ensemble de facteurs qui viennent rajouter à cette pression enfin, d'anxiété de performance. Et donc, tout ça combiné, vous voyez que le tableau, quand même, la charge que peuvent porter les étudiants est quand même importante. Je pense que je m'arrêterai là. Il y aurait peut-être plusieurs choses qu'on pourrait rajouter, mais je pense que je m'arrêterai là. Allez vraiment sur l'étude dont je vous ai parlé là, sur le dossier qui est bien fait.
Merci beaucoup pour votre réponse. Je pense que vos propos ont beaucoup là, touché là, beaucoup de personnes qui nous écoutent en ce moment et je vois beaucoup de commentaires des personnes aussi qui se reconnaissent dans vos propos. J'aimerais juste terminer avec une dernière petite question avant de laisser la parole aux personnes qui auraient des questions pour nos panélistes. Mais j'aurais peut-être une dernière question parce que vous avez parlé beaucoup de l'adaptation qui était difficile. Comment est-ce que justement les milieux de travail peuvent favoriser concrètement le bien-être psychologique des personnes issues de la diversité? Oui, bah, je pense qu'il y a un de mes mentors qui, justement, dans les enjeux d'immigration, travaille beaucoup, qui est de la table de concertation réfugiés pour immigrants, qui disait, on pense beaucoup à préparer ce qui arrive, mais on ne pense pas à préparer ce qui accueille. Donc, je pense que peut-être si j'avais une première chose à faire, c'est premièrement de préparer ce qui accueille, de sensibiliser à la réalité de ce que c'est de venir dans un autre pays et de pouvoir s'intégrer dans un contexte de performance où on a à livrer quelque chose. Donc, ça, je commencerai déjà par là. Ensuite, je me demanderais peut-être qu'il faut se poser la question de savoir bah, comment on accueille les personnes, est-ce qu'on accueille vraiment? Et encore une fois, de plus, il y a plein d'initiatives qu'on peut mettre en place pour accueillir, mais peut-être on va se rendre compte qu'il n'y a pas nécessairement une adhésion, les gens ne viennent pas nécessairement. Alors, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que les gens ne viennent pas alors que ça leur est adressé? L'autre chose que je dirais même en milieu de travail, hein, c'est toujours de dire, est-ce que nous connaissons vraiment la réalité de nos étudiants internationaux? Alors, je ne dis pas la réalité des étudiants, mais je dis de nos étudiants, c'est-à-dire si je travaille dans un laboratoire, si je travaille dans une équipe, dans une université, est-ce que je connais la réalité de mes étudiants à moi? Donc, quelque part, il faut qu'il y ait des espaces de parole où j'accepte d'entendre ce qu'ils ont à partager comme défi. Donc, ça, c'est une des choses que je dirais. Et puis, c'est aussi de savoir est-ce que ce que je propose est en adéquation avec leurs besoins ou réalités. Donc, c'est vraiment là. Sinon, on va mettre des programmes qui sont des programmes très bien taillés pour l'ensemble des étudiants, mais pour lesquels, par exemple, il n'y a pas d'adhésion. Par rapport à tout ce que j'ai dit, je terminerai aussi ça. Je pense qu'il faut peut-être aussi faire un effort pour aller chercher les étudiants internationaux parce que quand on arrive, on ne sait pas à quelle porte aller frapper. Donc, et je pense à Cynthia qui disait bah, les étudiants ne connaissent pas les différents fonds et tout. Bah, pour les étudiants internationaux, il y a tellement de choses, on est bombardé tellement de choses à apprendre qu'il y a encore plus comment dire ça, le gap, excusez-moi le terme anglais est encore plus important. Donc, concrètement, des choses que j'ai vues qui pourraient fonctionner, quand je pense à des programmes d'accueil, je pense qu'il y en a déjà dans les programmes de jumelage, mais avoir toujours en tête cette question de jumelage ne veut pas nécessairement dire que entre pairs ne veut pas nécessairement dire que ça va aller rapidement parce qu'il y a des enjeux de référence. Donc, il faut penser, savoir comment on pense au jumelage. Est-ce que les personnes qui sont identifiées pour le jumelage euh, sont formés. Une des choses qui moi m'a aidé en France où il y a eu un jumelage, mais c'était un jumelage avec pas avec des pères, mais avec comment dire, avec des personnes, des parents, si je peux dire ça. Donc c'est un monsieur, une dame française qui, ils sont présentés à l'université, on faisait un tirage au sort des parents et marraines, et ils m'ont tiré, ils m'ont adopté, ils m'ont invité chez eux, ils m'ont emmené en vacances, ils ont écouté mes problèmes, ils en ont fait. Ils étaient là en fait à mes côtés. Donc ça fait toute la différence pour moi. Pourquoi? Parce qu'ils avaient aussi une plus grand recul par rapport à mes pères qui étaient aussi dans les mêmes défis que moi, différemment. Donc ça, c'est quelque chose que je pense. Et je pense que dans nos programmes d'accueil, et ça c'est le même côté au niveau des travailleurs immigrants, c'est qu'ils sont très loin de soupçonner l'impact psychologique que le simple fait d'immigrer va avoir. Alors je pense que donc lorsqu'on accueille des étudiants, il faudrait qu'on les sensibilise. Pas en utilisant les mots de santé mentale, parce que ça peut faire fuir dans toutes les cultures. C'est pas des mots qui sont courants, mais peut-être en parlant des symptômes, en parlant de l'expérience et en allant utiliser ce que j'appelle les personnes témoins, parce que des fois, on est dans des cultures plus expérientielles que basées sur des études, même si on les entend aussi, ce sont des gens qui viennent en milieu universitaire, donc ils comprennent ce langage-là, mais souvent, on les accroche plus par l'expérientiel. Dire, ben voilà, tu vas faire ce cours, tu vas traverser ceci, ben voilà ce que d'autres personnes peuvent dire, et voilà ce qui pourrait arriver, et voilà ce qui pourrait être fait. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette espèce de souci à avoir. Et l'autre chose avec quoi je vais terminer, c'est vraiment la question d'avoir des ressources culturellement adaptées.
Je sais qu'à travers la FAECUM et d'autres associations étudiantes, il y a des lignes d'écoute et tout ça qui sont mises en place pour les étudiants. Mais une des choses que nous, on revoit et qui nous a amené à créer la plateforme Bien-être Noir, c'est pas du tout par communautarisme, parce que mes patients s'est rendu, plusieurs personnes disaient, bah, quand je vais consulter, il n'y a pas une compréhension d'où je viens, de mon background. Donc, il y a certains enjeux qu'on a du mal que les professionnels qui m'accompagnent ont du mal à saisir, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est encore plus difficile pour moi de pouvoir profiter de toute l'aide qui m'est offerte. Donc, je crois qu'il y aurait intérêt à s'assurer que nos services ont soit des personnes ou une approche culturellement adaptée pour les étudiants, pour qu'on puisse plus facilement connecter et réduire effectivement les barrières d'accessibilité. Voilà. Merci. Merci beaucoup à nos trois panélistes. Je vois qu'il reste un peu plus que 20 minutes à la séance, donc on va commencer à prendre vos questions. Il y en a déjà beaucoup là, au niveau du chat. Vous pouvez aussi lever votre main si vous voulez interagir avec les panélistes et poser vos questions. Pour votre information, nous allons arrêter l'enregistrement, donc si vous voulez prendre la parole,